Voilà, rebonsoir. Bon, pour ceux qui sont en live, désolé pour les petits soucis techniques, hein, c'est les joies des premières, ma foi, voilà. On a dû changer de serveur et puis après ça marchait bien. Donc, voilà. Et puis pour ceux qui nous voient en replay, ben voilà, j'espère que vous avez bien profité du film. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, c'était la première diffusion live du Festival du film vert. Je profite pour dire que le festival aura lieu cette année du 4 septembre au 17 octobre. On est en train de faire le programme maintenant, mais il y aura une cinquantaine de films qui ont l'air vraiment très intéressants. Donc on se réjouit de vous retrouver en vrai, en physique, dans les salles cet automne. Et puis je profite aussi pour dire que si vous avez envie de soutenir un petit peu le festival et de participer aux frais en fait, de cette soirée, vous pouvez faire un don sur le compte Twint qui s'affiche en principe maintenant. Et puis voilà, bon, on vous remercie. Et on va lancer la discussion donc, avec Luc Maillard qui est avec nous, qui est le forestier, donc le garde forestier qu'on voit dans le film, qui s'occupe de montrer la forêt aux enfants. Et puis, je crois que c'est un peu la première question qu'on a envie de se poser parce que c'est le truc génial du film, c'est la joie du film, elle vient de ces enfants finalement qui découvrent la forêt. C'est des enfants d'une école où tu habites, en fait, à Lajoux, donc dans le Jura, que tu connais, que tu croises probablement régulièrement. Est-ce que tu sais ce qu'ils ont gardé de ces expériences de vivre dans la forêt comme ça, de dormir dans la forêt, de faire connaissance avec les arbres? Qu'est-ce qu'ils en gardent aujourd'hui quand ils te croisent? Est-ce qu'ils t'en parlent encore? Alors, oui, c'est bonnard comme question, parce que certains, oui, et puis d'autres, c'est comme s'ils n'avaient pas oublié. Mais certains, il faut dire que c'était peut-être une des premières fois qu'ils mettaient un peu les pieds en forêt, puis qu'ils marchaient un petit peu dans le terrain. Pas pour beaucoup, hein, mais pour deux, trois quand même. Puis ceux-là, je pense que ça les a marqués. Puis ensuite, quand je les croise dans le village, alors dans le village, soit des Genevais ou de Lajoux, parce que les deux écoles participaient, mais ils me font signe, ouais, salut Luc, parce qu'il s'est créé quelque chose. Il y a quelque chose qui s'est passé. Ça a suscité des vocations un petit peu? C'est difficile à dire maintenant parce ils sont encore en âge de formation. C'est contrairement à ce qu'on voit dans le film, par exemple Mélila Saucy ou bien Gauvin que j'ai eu de temps en temps avec des classes d'école. Puis eux, clairement, sont partis dans des professions forestières avec une sensibilité forestière qui me fait hyper plaisir. Ouais, ça c'est vraiment génial. Ouais. Cette initiative de faire découvrir la forêt aux enfants, c'est venu des enseignants qui sont venus te trouver ou qui sont allés voir auprès de la commune ou c'est toi, ça s'est passé comment finalement ça? Alors, ouais, en dehors du film, ce qui se passait, c'est que moi j'ai toujours été vraiment très touché par la transmission de la forêt, de l'amour de la forêt, du respect de la forêt. Et puis, soit par la formation d'apprentis bûcherons ou bien d'autres personnes dans des écoles. Et puis, ce qui se passait, c'est que moi, j'allais frapper aux classes d'école, j'allais frapper à la porte d'entrée, puis je disais au maître, voilà, je suis le garde forestier ici. C'était pas pour me vanter, mais c'était pour vendre un petit peu cette bonne marchandise, entre guillemets. Mais voilà, puis les maîtresses disaient, mais attends, c'est vrai, on peut venir là. Puis ouais, c'est fait pour ça, on est là aussi, on est payé pour ça, les gardes forestiers. Et puis je sais que maintenant, ça se pratique de plus en plus encore. Mais c'est pas le film qui a déclenché ça. Non, non, mais le film est un témoignage, puis peut-être qu'il peut aussi encourager d'autres enseignants dans d'autres régions à faire la même chose, à aller trouver un garde forestier, même pourquoi pas dans les régions plus urbaines aussi, parce que finalement à Lajoux, la forêt, elle est quand même à portée de main. Dans des grandes villes, peut-être que ça ferait aussi du bien à certains jeunes. Moi, je me dis que si des Trump ou des Bolsonaro étaient allés un petit peu plus en forêt quand ils étaient gamins, peut-être que le monde serait différent. Ouais, même à l'heure actuelle. Mais c'est égal. Mais je sais que par exemple la ville de Lausanne, comme ça, organise des journées. Puis il y a même des classes d'école qui donnent l'école en forêt. D'ailleurs, le titre du film, c'était prévu l'école de la forêt. Oui, c'est avec le nom du. Je crois que le titre de travail, effectivement, ouais, j'avais entendu dire que c'était l'école de la forêt, puis après ça a changé. Ça a changé parce que le titre était déjà pris par différents autres films, etc. Et puis ensuite, avec Claude Joly, on en a discuté et puis on a proposé ce titre-là. Alors ça me permet de faire une petite parenthèse qui n'a pas directement à voir avec le film, mais qui a à voir avec le festival. On va avoir au festival cette année un film qui s'appelle La forêt pour école. Ah ouais. Un titre qui ressemble beaucoup, c'est une expérience à Orbe où la classe, l'enseignement, tout l'enseignement se fait en forêt. Ouais. C'est pas juste une journée où on va visiter la forêt, etc. Vraiment, leur école est au milieu de la forêt. Et la plupart du temps à l'extérieur, ils ont une cabane aussi, ils peuvent faire les cours à l'intérieur.
Enfin voilà, pour dire, le titre est très proche. Ah ouais. Et puis voilà, le sujet est sympa aussi, ça sera au programme du festival cet automne. Alors, je vais voir si après on a je regarderai si on a des questions des gens qui nous regardent. Mais en attendant, je voulais déjà savoir ton regard à toi sur la gestion de la forêt. Le film date de 2000, enfin, a été tourné en 2015. Là, on est en 2021. Bon, bah, tu as pris ta retraite, mais comment tu vois maintenant la gestion de la forêt chez toi et puis ailleurs en Suisse? Alors, ouais, pour avoir un petit peu donné, j'ai donné des cours un petit peu partout en Suisse romande. Et puis j'ai vu les différents types de forêts qui étaient gérées. Et puis je trouve dommage à des places que certaines forêts soient plus, les lois ou la gestion, le type de gestion forestière est plus cantonalisé qu'un tout petit peu géré au niveau fédéral. Parce qu'il y a des grands principes généraux qui devraient être admis à l'heure actuelle. C'est que la forêt vit sur 100 ou 150 ou 200 ans, et puis certaines personnes espèrent encore la gérer sur 20 ans. Je prends un exemple à l'heure actuelle, ou même il y a 30 ans ou 40 ans, ça s'est passé aussi, mais on plantait plutôt des épicéas en pensant dans 100 ans, c'est ça qui aura de la valeur, financièrement parlant. Ouais, c'est des calculs financiers, ça. C'est des calculs financiers. Ouais. Et puis je trouve qu'à l'heure actuelle, on n'en est plus là. La forêt n'est plus là pour amener de l'argent. Effectivement, ça doit marcher aussi financièrement, on doit vendre du bois. Bien sûr. Mais ce n'est pas son premier rôle, ça a basculé. Le basculement, il a eu lieu il n'y a pas si longtemps, en définitive. C'est que la forêt nous apporte tout plein d'autres bienfaits. Et puis un autre petit bienfait, c'est un petit peu d'argent. Mais donc là, ce que tu dis, en fait, c'est que chaque canton ou chaque région fait un petit peu à sa sauce. Il n'y a pas une politique très cohérente au niveau national, c'est ça que tu veux dire? Alors, il y a une loi fédérale sur les forêts. Ouais. Qui dit que la forêt doit être gérée d'une manière soutenue, que les déboisements sont autorisés à partir de telle surface ou pas, etc. Mais ensuite, ça retombe tout de suite sur les cantons. Et puis les cantons, eux, essayent de promouvoir un certain type de gestion. Je prends l'exemple, et puis même aussi certaines communes prônent un certain type de gestion. Il y a des cantons, notamment Neuchâtel, qui sont en train de proposer, ou depuis 150 ans, qui vont vers une évolution, une forêt qu'on appelle forêt jardinée. Ce n'est pas un jardin, c'est une forêt où c'est qu'on trouve un peu tous les âges, tous les styles, toutes les essences possibles et imaginables à une certaine altitude, c'est clair. Ouais. Et puis ça se passe aussi dans certaines communes du canton de Soleure ou du canton de Berne, etc. Puis ça, c'est vraiment, il y a des Japonais, il y a des Chinois, il y a des Américains qui viennent ici en Suisse pour aller étudier cette forêt, voir, mais comment c'est que vous faites pour avoir une forêt si belle, et puis vous exploitez quand même du bois. Oui, on exploite autant de bois que dans une autre, mais d'une manière pérenne, d'une manière soutenue. Donc il y a quand même des endroits où ça se passe bien, bien sûr. Où c'est tout à fait exemplaire, quoi. Ouais. Mais sans critiquer ce qui se passe ailleurs, mais je trouve que la Confédération devrait peut-être mettre un peu plus la main là-dessus. Les politiciens, que j'ai déjà abordés pour certains, devraient un tout petit peu s'en préoccuper quand même. Oui. Parce que replanter des arbres à l'heure actuelle à 1000 mètres d'altitude, puis se dire c'est ceux-là qui vaudront de l'argent dans 100 ans, ben moi j'y crois pas. Parce que dans 100 ans, personne ne pourra dire ce qu'il y aura. Par contre, dans 100 ans, on sait qu'on aura besoin de la forêt. Ouais. On nous pose la question de la concurrence du bois étranger. Justement, par rapport à est-ce que ça a une influence sur. Parce qu'on sait que le cours du bois a pas seulement baissé quand même ces dernières décennies, enfin surtout ces dernières années. Est-ce que le fait qu'il y ait du bois étranger qui vient à bon marché, est-ce que ça a un impact sur la gestion de la forêt? Est-ce que, enfin, tu dis, voilà, il y a quand même un peu, sur certains endroits, en tout cas, une vision économique de la forêt. Est-ce que cette concurrence a un impact et ça fait qu'il y a des endroits où on laisse tomber carrément la gestion de la forêt? Enfin, je crois qu'on est un peu obligé de le faire quand même, mais enfin, quel impact ça a, ce bois étranger? Ben, je comprends la question. Effectivement, la concurrence du bois étranger, si on prend les salaires français, ou bien on peut encore aller jusqu'à polonais, hein, c'est pas les mêmes salaires, et puis le bois polonais scié, fini, ou le bois allemand même, etc., vient en Suisse à des prix à peu près à moitié prix par rapport à des bois suisses. Mais déjà transformé. Mais déjà transformé. Ouais. Voilà. Et puis, comment c'est que les scieries, comment c'est que les transformateurs suisses peuvent s'en sortir? Mais il y a un grand changement ces dernières années. Et ça fait une année et demie qu'il y a un grand changement où c'est que même les Allemands, même les Polonais commencent de manquer un peu de bois. Et puis, ils sont en train d'augmenter leur prix. Et puis là, c'est un bienfait pour la forêt suisse parce qu'on peut peut-être un petit peu mieux la gérer. Mais à condition qu'on dise,
l'argent qu'on gagne un petit peu mieux, on la met dans la gestion, dans une bonne gestion. Ouais. On ne la met pas de côté sur des carnets d'épargne, on ne la met pas pour un tout petit peu mieux faire tourner la commune. Ça représente des pécadilles en définitive. Ouais. Oui, mais par contre, si ça a une influence sur justement la façon de gérer la forêt, de ne pas faire non plus de la sylviculture intensive, enfin, il y a des exemples en France, par exemple, où ils font vraiment, c'est des plantations d'arbres, c'est de l'agriculture d'arbres finalement. Bien sûr. Quand même essayer d'éviter d'arriver là, quoi. Ben oui, et puis pourquoi c'était réfléchi comme ça? Puis en Suisse aussi, ça a eu lieu. Donc moi-même, mea culpa, j'ai fait des plantations comme ça, alignées et couvertes, où c'est que je regrette maintenant parce que ça valait rien. Ouais. C'était pas valable. J'ai lutté là contre, pas toujours avec bonheur, parce que certaines communes, certains propriétaires, ils mettaient les pieds contre le mur. Hein. Ils étaient sûrs que la grande tête dirigeante, ingénieur forestier de ce temps-là, disait s'il faut planter 5000 épicéas, c'est 5000 épicéas, puis surtout pas un feuillu. Et pas une mauvaise herbe entre deux. Non, pas une mauvaise herbe entre deux, il fallait aller faucher entre deux. Ouais. Oui. On nous demande si les êtres, enfin la personne n'est pas sûre de l'essence, mais l'être serait en voie de disparition en Suisse. Ou est-ce qu'il y a un arbre, je ne sais pas, la personne n'étant pas sûre, est-ce qu'il y a une essence qui serait en voie de disparition? Alors, il y a déjà à peu près 20 à 30 ans la maladie de l'orme. Un orme, c'était une essence, donc quand on parle essence, on dit sorte d'arbre. Ouais. Hein. Le hêtre est une essence, le sapin aussi. Oui. Voilà. Il y a eu l'orme qui a pratiquement disparu, suite à à cause d'une maladie, ce qu'on appelait la graphiose de l'orme. C'est un champignon qui a attaqué les ormes. Et puis maintenant, ça fait 2-3 ans qu'on a le frêne. Le frêne qui disparaît aussi, pas avec la même maladie, avec une autre, mais c'est aussi un champignon qui est en train de complètement éradiquer le frêne. Et ce champignon, il est là parce que c'est quelque chose qui arrive, ou il est là à cause d'une pollution, il est là à cause d'un changement climatique, il est là à cause de pollution type pesticides, ou enfin je sais pas. Je ne sais pas si tout a été expliqué, mais en tout cas, ce que moi j'ai appris dans ce que j'ai pu lire, etc., c'est que ce champignon arrivait beaucoup par des bois d'importation. Ah voilà, ouais. D'accord. On importe tellement de bois sous forme de palettes de chemin de fer, sous forme de produits finis peut-être aussi, mais surtout de produits semi-finis. Genre, j'ai bien dit palettes de chemin de fer, ouais. C'est typique. Là-dedans, il peut y avoir des champignons qui se transmettent, qui arrivent en Suisse, qui se développent aussi, puis qui tout d'un coup déciment une certaine essence. Qui est pas prête à résister à ce champignon-là parce qu'elle ne le connaît pas, quoi. Ouais. Donc le frêne, si on prend maintenant une région que je connais quand même pas mal, le Doubs, près de Saint-Ursanne, le long des berges du Doubs, c'était l'essence typique du bord du Doubs. Tous ces frênes sont en train de mourir. Et qu'est-ce qu'on peut faire là? On peut pleurer, les couper pour sécuriser le chemin qui passe à côté. Bon, ça, pas que les gens les ramassent sur la tête, d'accord. Et puis ensuite, voir avec les années, c'est aussi l'importance du forestier qui doit observer qu'est-ce qui se passe après coup, puis se dire, tiens, il y revient telle essence, il y revient ceci naturellement, donc je suis quitte de replanter. Je suis quitte d'amener encore une essence qui va encore poser problème plus tard. Donc, un peu laisser faire la nature. Je crois que c'est un des gros rôles du forestier à l'heure actuelle, c'est de savoir observer. Qu'est-ce qui se passe? Laisser les équilibres se faire un peu. Ouais. Hein. Au lieu de réagir direct après avoir vidé un coin de forêt, vidé un coin par maladie ou par volonté de vider. Hein. Mais ça, je crois que c'est un des gros apprentissages du forestier. Et là, cette prise de conscience, elle est en train de passer dans les esprits des forestiers, ou c'est encore une minorité? Non, moi je pense que c'est en train de passer. C'est en train de passer. Dans les écoles aussi Alors dans les écoles, je ne suis pas si sûr, parce que dans le film, on voit une Je parle des écoles de forestiers. Hein. Oui, mais moi je parle aussi des ingénieurs forestiers qui doivent aussi être infectés par ça. Je m'excuse du mot. Mais là, je crois qu'il y a encore du travail à faire. Parce que d'après ce que je sais, quand on entendait dans le film, Mélilas aussi, qui a fait l'école d'ingénieur pour devenir ingénieur forestier, elle, sur une volée de 25 ou 30 futurs ingénieurs forestiers, ils étaient peu à avoir cette sensibilité-là. Ouais, c'est dommage. On nous demande si la forêt est aussi la source de nos sols. Est-ce que l'agroforesterie est un leurre ou une réalité? Alors, j'ai entendu parler de l'agroforesterie, ça c'est clair et net. J'ai vu des films là-dessus. Ça veut dire avec l'agriculture. C'est clair, c'est lié la forêt à l'agriculture.
pour que les arbres, par leurs racines, maintiennent un bon sol, assez humide, assez profond, assez aéré, etc. Ben, j'y crois 100%. Ah oui. Pour moi, il n'y a aucun problème. C'est comme j'arrive en définitive à croire à quelque chose qui est presque incompréhensible, c'est qu'un arbre que j'aime bien, si j'ai un gros souci dans ma famille ou dans ma tête, puis je vais gentiment vers cet arbre et puis je l'empoigne et puis j'ai dit écoute gros, parce que c'était un gros dans ce cas-là, ben, j'ai un gros souci aussi. Il faut m'aider parce que maintenant dans ma vie j'ai un petit peu quelque chose qui ne va pas bien. Ben, je suis sûr qu'il m'a aidé. Alors l'agroforesterie n'en est pas là, hein. Ce n'est pas de la croyance, je crois que c'est prouvé quand même scientifiquement que c'est valable. Ouais. Ah, c'est intéressant ça. Oui. Qu'est-ce qu'on nous dit encore? Durant l'épisode Covid, il y a eu beaucoup de monde dans nos forêts et beaucoup d'abus de l'homme sur la nature. Qu'en pensent les professionnels? Probablement de l'abondance de monde dans les forêts. C'est vrai que c'était un peu le seul endroit où on pouvait aller tranquillement ces derniers mois. Est-ce qu'au bout d'un moment ça dérange ou pas? Alors, je trouve la question vraiment géniale, hein, parce qu'alors allez-y, mais allez-y à fond. Plus vous allez en forêt, plus vous allez voir qu'est-ce qui se passe en forêt, plus vous allez vous poser des questions, plus vous allez observer peut-être des animaux en restant sur les chemins sans trop déranger, vous allez trouver des champignons, vous allez prendre vos enfants avec vous, vous allez inventer 2-3 jeux, vous allez plein d'activités à faire en forêt, puis c'est un monde qui est tellement intéressant à découvrir. Prenez un livre avec vous, observez un tel arbre, essayez de découvrir son nom, essayez de discuter avec le forestier. Pourquoi ici il y a une coupe? Est-ce que tu trouves que c'est normal de couper tel arbre? Oui, voilà pourquoi. Et puis gentiment en allant, non, alors sérieusement, plus il y a de monde dans la forêt, mieux on se porte. Mais tu ne penses pas qu'il va y avoir trop de monde, enfin, surtout dans les... Alors peut-être pas forcément... Enfin si, je sais que typiquement à l'étang de la Gruyère, pas très loin de chez toi, dans le Jura, il y a un moment donné, ils avaient parlé de fermer parce qu'il y avait juste trop de monde au même endroit, au même moment. Est-ce que ça fait des nuisances ou est-ce que... Enfin, je sais pas. Alors, pour toi, il n'y a pas de limite. Bon, l'étang de la Gruyère, c'est un peu spécial. C'est un peu spécial, l'étang de la Gruyère, parce que c'est un problème surtout de tassement et puis aussi un petit peu du respect. Donc, il y a quelques gardes nature qui ont dû aller intervenir sur quelques cas. Il n'y en a pas eu des 100 000. Hein. Mais c'est vrai, ce qu'on avait à la télévision un jour ou deux, c'était vraiment gros. Spécial, mais il faut juste pas que tout le monde aille au même endroit au même moment. C'est ça. Ouais. Puis comme des forêts, il y en a partout en Suisse. Donc il n'y a pas besoin de se déplacer et puis faire 150 km pour aller voir et puis se promener en forêt avec la famille. On en a à côté de chez nous. Allons-y. Mais respectez les signaux. Quand il y a un signal coupe de bois, parce que les bûcherons travaillent des fois pour des raisons sanitaires ou pour des raisons de rajeunissement, etc. Puis aussi pour des raisons parce qu'on a besoin de bois en Suisse. Bah oui. On ne veut pas aller déboiser la forêt amazonienne parce qu'on a besoin de bois en Suisse. Prenons-le d'abord chez nous parce qu'il grandit, il pousse. Bien sûr. Donc allons-y pas gaiement. Allons-y avec une certaine connaissance et un certain respect. Puis pas avec des gros pieds, avec des tout petits pieds, tout légers. La question des pieds ramène un peu à une des scènes du film où on voit les chevaux qui vont sortir les troncs coupés de la forêt, justement, par opposition aux gros pieds des tracteurs. C'est génial. Mais bon, je crois que tu me disais tout à l'heure que le forestier qu'on voit là, il est plus ou moins en train d'arrêter. Il n'y a pas forcément des gens qui reprennent ça. Est-ce que c'est quelque chose qui est en train de se perdre finalement? C'est un peu une tradition finalement, hein, de sortir le bois avec les chevaux. C'est clair qu'au niveau tassement du sol, c'est nettement mieux qu'une grosse machine lourde. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que ça ne disparaisse pas et même pour que ce soit plutôt encouragé finalement? Alors, il y a 50 ans ou 60 ou 70 ans en arrière, ça se faisait encore beaucoup plus, à plus grosse échelle. Oui, bien sûr. D'accord ? Il n'y avait pas une mécanisation extrême. Mais la problématique, c'est surtout les prix. Un bûcheron qui doit sortir une coupe de bois maintenant, il obtient peut-être, juste pour sortir le bois de la forêt puis le mettre à disposition du camion qui vient charger, il obtient 10, 15 francs par mètre cube, peut-être 18, ça dépend. Et puis, si on donne le même prix à celui qui sort le bois avec un cheval, eh ben, il ne va pas s'en sortir. Ouais. Mais à l'heure des micro-fermes, c'est un exemple. Vous savez que des agriculteurs qui cherchent un petit peu à se diversifier et puis à faire un beau boulot qui y plaît, et puis ces agriculteurs, certains aiment encore les chevaux, ben en y donnant un tout petit peu plus d'argent,
je ne parle pas de 50 francs par mètre cube de bois sorti, mais en y donnant 2 à 3 francs par mètre cube en plus, eh ben, certainement qu'il y en a peut-être qui repartiraient dans le système. Oui, mais ça peut faire un revenu complémentaire justement pour ces paysans. Et surtout, c'est nettement mieux pour le sol de la forêt. C'est ça. Voilà, ouais. Et puis la Confédération, par ses politiciens, devrait, à mon idée, favoriser ça, même le pousser. Il pourrait y avoir des subventions. Il pourrait y avoir une belle subvention pour dire vous êtes en train de respecter tel critère et tel critère et tel critère pour soigner vos forêts, vous méritez quelque chose. Les communes n'ont pas les moyens. La plupart des communes n'ont pas les moyens. Les cantons peut-être, et puis oui, la Confédération en tout cas. Quoi. Mais en tout cas, la Confédération qui verse déjà pas mal de subventions pour la forêt. Pour d'autres. Mais là, ça pourrait être une prestation particulière qui serait subventionnée. Ça serait bien, effectivement. Quoi. Ah oui, ça vaudrait la peine. Très bien. On nous demande aussi si tu as un petit manuel des essences d'arbres à recommander. Justement, tu parlais d'aller en forêt et puis d'aller reconnaître les arbres, etc. Est-ce que tu aurais un petit guide à recommander? Ah oui, bien sûr, mais j'en ai tout plein à la maison. J'en ai une bibliothèque tout plein. Et tu n'as pas un nom ou un truc, des informations? Il y en a, vous trouvez dans les librairies des essences forestières. Je crois que ça doit être Delachaux et Nestlé qui ont édité ça. On le trouve encore en librairie. Un truc de poche, c'est pas une tout à fait. encyclopédie. Ça peut une Bible. Voilà, un truc qu'on met dans la poche. C'est un beau petit livre de poche. Tout. Mais moi, je donnerais quand même un conseil aux gens qui sont peut-être novices, entre guillemets. Aller dans la forêt avec le but de choisir ou de connaître déjà une essence. Quand vous avez connu celle-là, par différents critères qui sont possibles. On prend le sapin blanc, c'est pas compliqué quand on sait les critères. On voit un petit peu dans le film. Hein. On le voit dans le film. Quand on frotte les aiguilles, ça sent un peu les agrumes. Noël, Quand on touche les aiguilles, ça pique pas dans les mains. Ben, déjà rien que ça, on peut se dire, tiens, il y a des 2 petits traits blanches sous les aiguilles. Quand on les retourne, il y a 2 petits traits blanches. Voilà. Puis en plus, sous le sapin blanc aux franches montagnes, qu'on trouve les morilles. Vous vous rendez compte? On a déjà compris ça. C'est magnifique. Dire ça. Non, je ne vais pas le dire. Tant pis, je vais me faire taper sur les doigts. Très bien. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? À proposer à la Fondation Zoéine avec le RTE pour aider le convoyage du bois avec les chevaux. Bon, ben, pourquoi pas. Je ne sais pas si tu veux t'occuper de cette croisade, mais c'est vrai que ça serait génial que ce soit entendu et que ça se développe plus, parce que c'est vraiment je ne savais pas qu'il y avait une fondation, hein, ça c'est clair. Fondation Zoéine. Et puis le revenu de la transition, ils appellent ça. Bon, voilà, je ne sais pas, c'est un message qu'on nous met là. Je te donnerai les infos après si tu veux, mais c'est intéressant peut-être. C'est vrai que s'il y a des fondations aussi, pourquoi pas une fondation qui aiderait à subventionner ça au niveau d'un canton ou de la Confédération, ça serait extraordinaire. Quoi. Mais bien sûr, oui. Moi, j'ai une autre question pour toi en attendant. C'est par rapport à l'ensemble du film. Hein, le film est très positif. On voit ces enfants, on voit la beauté de la nature, l'amour de ces gens pour leurs arbres, etc. C'est génial. Mais voilà, on ne parle pas de problème. Je pense au changement climatique, je pense justement, bon, tu l'as dit tout à l'heure, aux maladies, etc. Est-ce que ça veut dire que tout va bien dans les forêts ou est-ce que c'est un choix du réalisateur de faire un film qui soit réellement très très positif, quitte à être un petit peu idéaliste aussi finalement? Oui. Vu que tu as bien discuté avec Claude Choly quand il a fait le film, je pense que tu peux dire un peu son état d'esprit par rapport à ça, et puis aussi dire s'il y a d'autres problèmes. Oui, on en a beaucoup parlé avec Claude Choly, effectivement. Et puis, on en est venu autour de la table de la cuisine en buvant un verre, comme ça. Non, mais c'est vrai, en plus. Je te crois volontiers. C'était génial, quoi. Parce que je disais, mais pour moi, il fallait qu'il y ait de la jeunesse. Oui. Et puis, cette jeunesse, on ne peut pas trop être négatif. C'est vrai que certains problèmes existaient déjà, il y a 5 ou 6 ans, quand le film s'est décidé. Oui. Mais ça, on n'a pas voulu le faire. Parler du dépérissement, parler d'un arbre qu'on voit qui est tout jaune, et puis qu'on dit, tiens, celui-là est en train de mourir, puis celui-là l'a pas, etc. etc. On ne voulait pas que ça soit trop négatif pour ces enfants. On voulait y apporter quelque chose, une envie. D'accord. Ouais. Et puis, ce qui s'est passé aussi, ça, moi, je l'ai vécu quand même, ces 5 dernières années, il y a eu un changement, mais violent. Ça, il faut oser le dire quand même. Un changement violent. Par exemple, moi je m'en souviens que des arbres attaqués par les bostriches, dans une région comme chez nous,
il y en avait peut-être de temps en temps 500 mètres cubes. Mhm. Ce qui est relativement peu sur un volume de coupe annuel de 10 000 mètres cubes. D'accord. Maintenant, c'est exactement le contraire. Juste parce que ces 2 dernières années, il a fait trop chaud puis trop sec. Et le Böstrich, il adore ça. Le Böstrich, il adore ça. Puis en plus, il adore les peuplements où c'est qu'il n'y a qu'une seule essence. Par exemple, l'épicéa. C'est une faute. C'est une faute de qui? Oui, d'il y a longtemps, mais... Oui, voilà. mais moi, j'appelle pas ça une faute, parce que nos anciens y croyaient. Ouais. Nos anciens étaient sûrs que c'était comme ça. Par contre, maintenant, ça serait une faute de De planter continuer. qu'une seule essence, Ouais. que ce soit de l'épicéa, du Douglas ou que du mélèze. Parce qu'on sait que les peuplements uniformes, les peuplements à essence unique, sont très sensibles, et puis on ne sait pas comment c'est qu'ils vont résister au vent, aux coups de chaud, aux sécheresses, Oui, ou bien etc. s'il y a un champignon, comme on disait tout à l'heure Ouais. pour le frêne, qui débarque, il n'y a plus de forêt. Quoi. En gros, Exactement. voilà, on n'est Voilà. pas résilient. Quoi. Donc, ce qu'il faut maintenant, c'est plus de la monoculture, mais c'est des forêts qui sont diversifiées, autant en genre d'essence qu'au niveau d'auteur des essences. Et puis, les coupes de bois, à l'heure actuelle, ne devraient plus se faire d'une manière trop radicale. Ça devrait être une espèce de prise de bois, parce qu'on a D'éclaircir besoin. un peu, ouais. Un gros bois, un moyen, on en a besoin, on doit faire de la place au futur ici, un petit groupe de jeunes qui est en train de se préparer. On en enlève un pour y donner de la lumière, mais on n'enlève pas 50 d'un coup en disant c'est le marché, hop en avant, ça fait 3 camions, fini, terminé. Ça ne devrait plus exister. Je vais me faire taper sur les doigts. Hein. Non, je pense que tu parles d'expérience et Oui, voilà, tu es là pour donner ton avis, c'est vraiment c'est intéressant. Tu n'as juste pas parlé du le réchauffement climatique, bon, tu disais voilà, ça favorise le Böstrich. Est-ce qu'on le voit sur d'autres choses? On sait que typiquement dans les Alpes, maintenant, les essences se déplacent. Je crois que j'avais vu une étude en Valais, ils ont remarqué que vraiment certains feuillus maintenant vont plus haut. Ça paraît bizarre de dire ça comme ça, mais la forêt bouge. Qu'est-ce que tu as constaté de ton côté? Oui, c'est exactement ça. C'est ça. La forêt bouge. Hein. Quand on voit à certaines places, en Ajoie notamment, c'est pas le Böstrich en définitive, mais le hêtre qui est en train de dépérir. Des peuplements de hêtres entiers qu'il a fallu couper parce qu'ils étaient en train de dépérir et de sécher sur pied. Ça rendait tout dangereux dans le secteur. Les gens vont quand même aux champignons, les gens vont continuer d'aller en forêt. Donc il fallait sécuriser un petit peu. Puis ces pauvres hêtres qui subissaient des coups de chaleur pas possible, qu'ils n'avaient pas l'habitude. C'est pas normal pour eux. Des coups de soleil sur le tronc, c'est énorme. Si on a fait une coupe un petit peu trop violente le long d'un peuplement de hêtres et puis qu'on a laissé des troncs un peu nus en plein soleil, ils ramassent le coup de soleil, il y a l'écorce qui tombe, et puis c'est la nécrose, et puis c'est le dépérissement, puis la mort de l'arbre. Donc non, changement il y a. Ouais. Moi je le vois souvent. Et la solution pour ça, c'est justement de varier les essences, faire des forêts plus variées, ouais. Ouais. Et qui sont plus résistantes aussi. Il y a des arbres qui poussent dans d'autres régions qu'il faudrait mettre chez nous, justement prendre des, je sais pas, peut-être faire venir des arbres des séquoias du sud de France. Ouais. Non, mais je sais pas, sans aller forcément mettre des palmiers au bord du Doubs, mais... Je comprends. Ouais. Mais il me semble que l'expérience nous a montré que de choisir, l'homme choisit des essences, puis se dit maintenant ça veut marcher. Pas seulement financièrement parlant, mais aussi par rapport au climat, etc., on s'est trompé souvent. En fait, ça ne marche pas. Non, je n'ai pas dit ça ne marche pas. Ouais. Ça peut aller, on peut avoir beaucoup de chance avec les connaissances actuelles. On étudie un petit peu mieux les sols, on étudie un petit peu mieux le climat, donc on peut peut-être un peu plus cibler. Mais on sait très bien que certaines essences, genre merisier ou bien tilleul, à certains endroits, vont peut-être un petit peu mieux résister. Mais on ne peut pas le signer et puis le jurer. Ouais. Donc pour moi, le meilleur travail qu'on puisse faire, si on a certaines trouées en forêt pour des raisons techniques, des raisons de rajeunissement, des raisons de ça, c'est d'un moment laisser faire la nature. Et puis on observe. Accompagner le changement. Accompagner ce changement. Ouais. Ne pas intervenir trop vite. D'accord. Ouais. Je crois que c'est l'ennemi du forestier, d'être pressé. Oui, en même temps, le réchauffement climatique arrive vite quand même, et puis les forêts, elles ont besoin, un arbre, ça pousse quand même pas très vite, donc l'adaptation, à un moment donné, est-ce qu'on risque d'être en décalage, tu vois, est-ce que les forêts vont pouvoir s'adapter suffisamment vite par rapport au changement climatique qui s'annonce? C'est un petit peu ça aussi le problème qui est derrière, quoi. Mais est-ce que c'est l'homme
en tant qu'être humain, spécialiste entre guillemets, hein, qui peut dire dans 20 ans, il nous faudra telle forêt, tel arbre. Non, il y aura ce qu'il y aura. Tant mieux si on réussit à trouver quelque chose. Mais est-ce qu'il y a des risques à l'extrême, est-ce qu'il y a des risques qu'il n'y ait plus de forêt dans 50 ans parce que vraiment la forêt n'aura pas pu s'adapter assez vite et que voilà, ce sera des déserts parce que la forêt n'aura pas pu s'adapter assez vite? Est-ce qu'il y a un danger de ça? Alors, en théorie. Moi, j'ai pas envie, hein, j'ai 2 enfants. On n'a pas envie. J'ai des petits-enfants, puis ouais. j'ai envie qu'eux découvrent encore des forêts dignes de ce nom. Ouais. Mais ça ne veut pas dire avec des grands arbres de 50 mètres de haut ou de 20 mètres de haut, mais qu'il y a encore quelque chose de naturel, où c'est qu'ils peuvent aller profiter d'un air pur et puis d'une ambiance calme et reposante. Mais qu'est-ce qui arrivera? Moi, je ne peux pas le dire. Ouais. Je ne peux pas. Je ne suis pas devin. Donc, laissons un peu tranquille cette nature, entre guillemets, en l'observant. Hein. Et puis, de temps en temps, aller travailler dedans pour sélectionner, en disant ici, il y a un être qui est un petit peu trop tordu, branchu, etc. Ben, je le coupe, parce qu'il fait de l'ombre à des érables qui veulent avoir peut-être plus de chance. Peut-être. Ça, oui, bien sûr, c'est un travail de forestier, de sélection, mais une sélection légère. Toujours en douceur. Ouais. Très bien. Qu'est-ce qu'on a encore? On nous demande, mais ça c'est pour moi, on me demande si on pourrait avoir d'autres films sur Internet. C'est plus sympa en vrai, mais plus pratique à distance. Je sais pas. Non, pour répondre à cette question, là aujourd'hui c'est une première expérience. Là, je m'adresse plutôt aux gens qui nous regardent qu'à toi, mais oui. On a prévu effectivement à la fin de l'édition du festival de cette année, donc mi-octobre, de mettre 2 ou 3 films en live, un peu comme on est en train de faire maintenant. On ne sait pas encore exactement lesquels, a priori ça devrait être les films qui recevront des prix lors de la journée d'ouverture. Mais le festival a vraiment pour vocation d'être un événement en présentiel, avec des rencontres, avec des échanges, etc. Donc on le fera de temps en temps, mais ça ne sera pas forcément une habitude, parce que je pense vraiment que ce n'est pas notre vocation. Même si là, je trouve que la discussion est vraiment intéressante et c'est très bien. Mais on le fera de temps en temps, mais je ne pense pas que ça va devenir quelque chose de très régulier, pour répondre à cette question-là. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je crois que là, j'ai plus grand-chose. Luc, je ne sais pas si tu as encore des choses à rajouter par rapport aux forêts, des préoccupations, des messages à faire passer. Oui. Moi, j'aimerais juste parler d'un livre que j'ai retrouvé dans ma bibliothèque. Je ne sais pas s'il est encore édité. Je vais peut-être le montrer, je ne sais pas si on le voit. Alors attends, je crois que c'est là, ou là? Non, là, c'est juste là. Bon. C'est bon. Voilà. Ouais. C'est un livre qui a été édité par la société qui s'appelle ProSilva en 1993. Donc cette société ProSilva, c'est une société au niveau européen qui s'occupe de sylviculture. La sylviculture, c'est la science de la culture de la forêt. Voilà. Et ce livre, pour moi, ça devrait être la Bible à l'heure actuelle de tout forestier. Ces gens de ProSilva qui ne sont pas des abrutis, ce n'est pas des gens qui parlent d'à peu près, mais résument en gros tout ce que j'ai affirmé ce soir. Donc ce que j'ai affirmé ce soir, je ne l'ai pas inventé. Mais quand même, j'en suis persuadé. Et il le disait déjà il y a 27 ans. En 1993, ça sortait déjà typiquement par écrit. Si ce livre, vous pouvez le trouver, puis si vous ne le trouvez pas, moi je suis prêt à le prêter à quelqu'un qui serait intéressé. Mais c'est vraiment une Bible de forestier. Très intéressant. Il faut savoir qu'à l'école de garde forestier, on nous apprenait qu'il y avait des tabelles de production. Il faut bien que les gens se rendent compte. Un épicéa ou un érable ou un sapin blanc, arrivé à un certain âge, ne produit plus exactement de bois comme il devrait peut-être produire quand il est jeune. Il arrive à une certaine courbe de croissance qui s'aplatit. Et puis, nous, on nous disait, ces courbes de croissance, respectez-les parce qu'à un moment donné, ça ne vaut plus la peine de les garder. Un bois un peu trop vieux, c'est fini. Mais il grandit encore. Il produit encore du bois. Il fait partie de ce peuplement étagé. Donc, on peut en garder. Mais là, la théorie, elle était presque catastrophique. En gros, l'arbre est mûr, on le coupe, quoi. Oui, et puis il dépasse la limite d'âge de courbe de croissance. C'est comme si nous, on disait, on n'est plus fertile à, je ne sais pas quel âge, à 70 ans ou 75 ans, donc on vous tue, quoi.
Alors que les arbres qui ont 70 ou 80 ans sont encore fertiles, mais ils poussent à peine un peu moins vite. Donc, ils sont un peu moins rentables sur le fait de produire du bois. Mais c'est quand même grave de gérer la forêt comme ça. Ah ouais, c'est une gestion de comptable, là. Ah oui, c'est exactement ça. Alors ce livre, je vous le recommande. Pour celui qui pourrait l'avoir, c'est magnifique. Très bien. Ben, je crois qu'on va s'arrêter là. Il n'y a pas d'autres commentaires. Merci beaucoup, Luc, d'être venu jusqu'à Lausanne. Et puis merci aux personnes qui nous ont suivis ou qui vont nous voir en replay. Et puis on vous donne donc rendez-vous en septembre pour la 16e édition du Festival du film vert. Et puis voilà, merci Luc. Merci à vous de m'avoir invité. Et puis je souhaite encore un rétablissement à Claude Choly. Hein, oui, toutes nos pensées pour lui. L'initiateur du film, quoi, c'est clair. Ouais, le réalisateur, ouais. Très bien. Et puis parler un petit peu aux politiciens de cette problématique forestière. Il faut que nos politiciens s'en préoccupent un petit peu plus quand même. C'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup dans les journaux, on n'en voit pas beaucoup. Hein. Oui, on en parle, mais d'une manière un peu catastrophique. Ouais, ouais. Puis ça, c'est pas très très bon. Il faudrait plutôt aller de l'avant, puis dire on veut autre chose. Merci aussi. Voilà, bonne soirée. Oui, merci. C'est gentil. La nature intacte de l'Arctique, lieu de vie de l'ours polaire. Le changement climatique menace la survie de l'ours polaire. Et pendant que l'Arctique fond, les compagnies pétrolières rivalisent pour en exploiter les ressources naturelles. Des marées noires catastrophiques mettraient en péril cet écosystème sensible. Envoyez un SMS avec Arctique G au 488 pour que cela cesse. Greenpeace se bat pour la création d'une zone protégée dans l'Arctique. Aidez-nous à sauver l'habitat de l'ours polaire avant qu'il ne soit trop tard. Envoyez un SMS avec Arctique G au 488 pour demander la création d'une zone internationale protégée et la sauvegarde de l'Arctique. Rejoignez-nous.